Tout de suite, on va aller faire un tour du côté de la formation et de l'enseignement avec, je sais pas, avec Aurélien Houillet et Corentin Cahin qui vont nous présenter le volet numérique responsable Exactement. de leur entreprise. Top. Bah, écoutez, merci beaucoup. On va essayer de faire court et impactant pour pas non plus vous retenir trop longtemps. Bonjour à tous. Du coup, Corentin Cahen, responsable du développement Grand Ouest, et Aurélien Houille, du coup, chargé de développement Grand Ouest. Hop. Tac. Du coup, on va d'abord vous présenter Simplon, qui est du coup dans le numérique inclusif depuis 2013. Et on va vous présenter un peu la mission principale de Simplon. Depuis 2013, en fait, nous, on a voulu, avec le fondateur Frédéric Bardot, en fait, utiliser les besoins dans les métiers du numérique pour justement en faire un levier d'inclusion. Permettre de faire de la formation gratuite, donc, qui sera financée par des acteurs, des financeurs assez classiques, de Pôle emploi, l'OPCO, mais aussi les entreprises, et de pouvoir leur permettre de pouvoir accéder à des métiers du numérique auxquels justement ces talents-là, donc on va chercher des talents qui sont sous-représentés dans le métier du numérique, n'avaient pas accès auparavant. Donc ça, c'est un peu le premier constat, et ça prend plusieurs formes. Ça prend la forme de formation qu'on fait sur des métiers du numérique à destination des demandeurs d'emploi. Ça prend aussi la forme de formation inter-entreprise pour requalifier les compétences, pour pouvoir monter en compétences. Et ça prend aussi la forme de formation dédiée à des publics exclus. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, non ? Non, c'est okay. Clair. Et un autre rôle de Simplon, c'est aussi via la fondation, de pouvoir être un acteur de ce dialogue-là. Donc de pouvoir discuter à partir justement de ces problématiques de numérique responsable, mais aussi de l'exclusion de certains publics pour justement les réintégrer via un numérique plus inclusif. Au niveau de l'implantation, nous, on est dans toute la France, et dans l'idée, on est généralement pas dans les... On est à la fois aussi dans les grandes villes, mais aussi dans des QPV, dans de la ruralité, et dans la région, on est à Nantes et Rennes. On est aussi avec des partenaires à Brest, à Tours. On a ouvert à Angers pour récemment une formation de technicien assistant informatique, et aussi un SAS artiste bientôt. On a aussi ouvert des écoles IA à Lannion, par exemple, mais aussi à Rennes et à Nantes pour une promotion 2. Oui, parce qu'on parlait d'accessibilité tout à l'heure du numérique. Nous aussi, on essaie de rendre accessibles finalement ces formations-là, et en allant dans ces endroits un peu plus reculés, entre guillemets, ça offre l'accessibilité à des formations numériques aux personnes qui en auraient envie et besoin. Et du coup, nos publics, c'est là où il y a justement, je pense, quelque chose d'assez logique pour nous dans l'idée de pouvoir parler aujourd'hui, c'est qu'on s'adresse du coup à des publics qui sont principalement des demandeurs d'emploi, et qui pour la moitié ont un niveau bac ou infra-bac. Donc l'idée, c'est de pouvoir leur permettre d'accéder du coup à ces métiers-là. Mais on a aussi un peu des publics plus spécifiques. On va avoir des actions comme RefuGeek, donc par exemple des promotions dédiées. Ça a eu lieu par exemple en juillet dernier à Nantes. Une douzaine de personnes qui sont primo-arrivantes ou réfugiées ont pu suivre une formation des bases du numérique, plus un cours de français au cours de 6 semaines, et puis rencontrer aussi des personnes qui leur ont fait passer des entretiens d'embauche pour pouvoir s'insérer aussi professionnellement. Donc ça, c'est un focus qu'on peut avoir. Dans toutes nos formations, on a aussi l'objectif d'avoir 10% de personnes qui sont PSH ou neuroatypiques. On est à 8% aujourd'hui, il y a de la marge de manœuvre, mais l'idée, c'est de pouvoir continuer là-dessus. Et on a aussi des publics qui sont des jeunes décrocheurs. On le voit, à 22% de personnes qui ont moins de 25 ans, mais des personnes qui ont peut-être enchaîné certains petits boulots, qui n'ont pas de bac, etc., et de pouvoir leur permettre de pouvoir directement accéder au métier du numérique à ce moment-là. Et on a aussi des personnes en reconversion qui ont plus de 45 ans. Et ce que je pourrais rajouter, en fait, vous voyez un peu la particularité de notre organisme de formation, qui est sous le statut donc ESUS, reconnu d'utilité sociale, c'est que nous, on va avoir des métriques liées au retour à l'emploi et par typologie. Ce qui peut être la différence avec peut-être d'autres organismes de formation, c'est que nous, on a un peu la même façon de faire que des associations, avec notamment un calcul du taux de sortie positive. Et ce taux de sortie positive, c'est
via la formation, mais c'est aussi via la sélectivité des entreprises. Donc c'est aussi une des missions qu'on a avec Corentin, c'est de pouvoir justement essayer d'expliquer que on est sur des métiers de techniciens du numérique et qu'ils peuvent être complémentaires des équipes d'ingénieurs, des équipes de data scientists par exemple. Et c'est aussi le fit emploi vis-à-vis d'une demande de la région. Donc c'est ou de la région, du marché de l'emploi actuellement, que ce soit à Nantes ou sur Rennes par exemple. Et du coup, toutes ces actions-là, on va vous les détailler un peu plus en détail ensuite, mais elles nous ont aussi poussé à avoir un plaidoyer pour le numérique, un numérique d'intérêt général et un numérique aussi responsable. Donc il y a les 4 axes qu'on voit ici et qui sont le premier, prioriser les publics exclus ou éloignés du numérique et de l'emploi. C'est vraiment le postulat de départ un peu de Simplon. Et puis ensuite, notre déploiement, c'est via toutes nos fabriques, c'est aller vers des territoires dits vulnérables, mais entre guillemets, c'est surtout pouvoir permettre à des territoires de devenir des hubs technologiques ou des hubs d'emploi sur des métiers plus spécifiques, alors qu'auparavant, c'était peut-être justement un lieu de fracture numérique. Et de pouvoir concevoir un numérique responsable et soutenable qu'on puisse diffuser via les fabriques, via les différentes actions, autant qu'au sein des entreprises. Et du coup, Corentin va nous détailler les différentes actions de Simplon. Oui, donc en fait, on a voulu vous détailler déjà dans un premier temps ce qu'on fait chez Simplon concrètement pour notre organisme de formation. Du coup, au quotidien, les grands programmes, les actions directement dans les entreprises, donc un service plus marchand de notre côté, mais qui répond quand même à ce besoin de numérique responsable et d'accessibilité, vous allez voir. Et ensuite, évidemment, il faut que les cordonniers soient bien chaussés. Donc, ce qu'on fait aussi en termes de pratique interne. Tout d'abord, c'est quoi en fait Simplon, c'est vraiment l'impact first. Donc impact first, c'est quoi? Pour nous, c'est réduire le chômage. En fait, Simplon, ça essaie de répondre aux besoins des entreprises qui est de plus en plus croissant. Aujourd'hui, on entend que des entreprises qui nous disent voilà, on n'arrive pas à recruter, il n'y a que des profils pénuriques, les profils sont volatiles, on n'arrive pas à les fidéliser. Et en face, on a des demandeurs d'emploi qui sont toujours plus croissants et qui veulent se former à ces métiers-là. Et on voit bien qu'en fait, il manque une brique pour qu'ils puissent se rencontrer. Et aujourd'hui, Simplon, c'est vraiment cette brique-là, pour qu'ils puissent se rencontrer. C'est aussi donc diversifier les profils. C'est d'aller chercher donc du coup des sans diplôme, des femmes, des personnes réfugiées, mais aussi des personnes RQTH, donc travailleurs handicapés, des NEETs, et des jeunes décrocheurs. Pourquoi on va chercher ces profils-là? Déjà pour les aider à raccrocher les wagons, mais aussi pour pouvoir répondre à cette demande croissante des entreprises. Parce qu'il y a bien un moment donné où il va falloir faire un pas de côté, c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux entreprises, pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et ce pas de côté-là, nous on s'est dit, il y a un réservoir immense là-dedans, qui n'est pas exploité, et à qui on n'offre pas la chance pour pouvoir y aller. Et donc c'est donc par ces actions-là qu'on réduit les inégalités en favorisant l'intégration des publics sous-représentés dans les métiers du numérique et leur permettre cette accessibilité à ces métiers-là. C'est aussi accompagner la transformation numérique des territoires. Donc notamment, on constate évidemment, c'est un secret de Polichinelle, toujours plus de dématérialisation, de numérisation des métiers, de besoin d'éco-conception, de réduction de la fracture numérique, donc une fracture numérique qui devient de plus en plus grande et qui s'accélère. Et donc, nous, par nos actions, on essaye d'accompagner ça pour réduire justement le mauvais impact que ça peut avoir sur notre société et sur en fait finalement nos concitoyens. Donc on a plusieurs grands programmes, comme a expliqué Aurélien. Donc on a des programmes dits, moi j'aime bien appeler ça des programmes coup de poing. Donc on va avoir par exemple des SAS aqueuses qui vont être des SAS 100% femmes, donc des SAS de préqualification vers les métiers du numérique pour attirer les femmes, où en fait il n'y en aura que des femmes. Alors ça peut paraître anti-inclusif, mais justement c'est une action dite coup de poing pour montrer aux femmes qu'elles sont les bienvenues dans les métiers du numérique, qu'elles peuvent le faire et leur donner confiance pour y aller. Et ça marche, ça fait un moment qu'on le fait et ça fonctionne vraiment. On augmente notamment le taux de femmes dans nos formations derrière qui sont dites très techniques, dans l'intelligence artificielle, mais aussi dans la cybersécurité, en faisant des SAS 100% public, type de public. Donc voilà, c'est
plutôt ce SaaS-là que je voulais vous parler. Après, on a plein d'autres SaaS qui sont notamment un SaaS qui me tient à cœur, qui est le SaaS PSH, donc personnes en situation de handicap. On est en train de travailler avec l'AGFIP, un SaaS où il n'y aurait que des personnes en situation de handicap. Donc pareil, ça peut paraître anti-inclusif parce qu'on isole ces personnes-là, mais en fait, c'est pour donner déjà un message fort à ces personnes-là, pour leur dire venez, il y a de la place, il y a des métiers qui peuvent vous intéresser, et en fait motiver tout un écosystème autour de ce sujet-là. Donc c'est s'associer donc à l'AGFIP, mais aussi à Cap Emploi, à la région, à Rennes Métropole ou à Nantes Métropole, etc., pour donner confiance à ces publics-là et donc augmenter le taux de personnes en situation de handicap dans nos formations. Et c'est vraiment une mécanique qui fonctionne. Voilà. Bon, après, évidemment, c'est pour rentrer dans les entreprises où ils seront confrontés à tout le monde. Et souvent, c'est même pour rentrer dans des formations où ils seront mélangés derrière. Donc le but, c'est pas de les isoler trop longtemps non plus, pour perdre non plus ce côté complètement inclusif. Donc les actions auprès des entreprises, donc, on les a relevées sous 3 items. Donc d'abord, c'est démystifier le numérique par des ateliers et de la mise en pratique, donc des collaborateurs. On va travailler notamment avec Schneider Electric, mais là on travaille notamment sur un projet avec le groupe Legendre pour aller voir déjà les collaborateurs et leur dire regardez, le numérique c'est pas si terrible que ça. Vous pouvez vous aussi y avoir accès. C'est pas un outil qui doit vous faire peur. C'est un outil à apprendre évidemment. C'est pas inné. On a tous appris à se servir, même si on s'en rappelle peut-être pas, mais on a tous appris à se servir d'un ordinateur, des outils numériques. Mais il y a un moment donné, il faut bien pouvoir leur apprendre et leur montrer que s'ils sont les bienvenus et que c'est pas, faut pas que ça soit pour eux quelque chose qui les écarte de notre société. D'accord ? Donc on démystifie dans un premier temps. Après, on fait du reskilling. Donc c'est vraiment assurer la transition professionnelle et la mobilité. Notamment, on a travaillé avec le groupe La Poste. Il y avait plein de postes d'agents qui commençaient à disparaître. Et en fait, qu'est-ce qu'on en fait de ces agents-là ? Est-ce qu'on leur dit au revoir, c'est fini, voilà, votre travail n'existe plus, ou c'est plutôt de dire en fait la Poste augmente sur une partie plutôt numérique, beaucoup de postes dans le numérique, plutôt que d'aller chercher des nouveaux collaborateurs, c'est d'assurer cette passerelle pour ces collaborateurs-là qui souhaiteraient se former au numérique, et il y en a eu beaucoup, notamment sur le sujet de la cybersécurité. Donc c'est accompagner ça directement dans l'entreprise et maintenir l'employabilité de tous les salariés. C'est par exemple Schneider Electric va développer du coup pour leurs techniciens des outils, des applications pour pouvoir travailler du coup en réseau. Le problème c'est que c'est pas inné comme je viens d'expliquer. Donc c'est bien, on me donne une tablette, on me donne un ordinateur, on me dit d'envoyer des mails, mais si je sais pas faire, comment je fais en fait ? Nous on accompagne ça et on assure du coup l'employabilité et on évite que plutôt que l'employeur regarde le salarié comme quelqu'un de devenu incompétent, plutôt le voit comme quelqu'un qui peut le devenir et donc rester dans son entreprise. Et ça pour nous c'est très important. Et du coup les actions qu'on peut faire autour des entreprises, ça peut être aussi via un autre bras de Simplon qui est Simplon Prod, qui est là pour pouvoir accompagner du coup les entreprises sur par exemple la création de sites et de pouvoir être à chaque fois accessible et éco-responsable. Donc généralement c'est le déploiement d'un site pour un client qui sera une entreprise, mais aussi du coup d'avoir des compétences qui sont certifiées là-dessus et que ce soit en éco-conception, en accessibilité et que tout soit vraiment bien cadré sur cette partie-là. Et après on pourrait parler surtout de nos pratiques internes. En plus de la raison d'être de Simplon et des actions qu'on peut avoir en faveur de publics qui sont justement exclus du numérique. On a déjà un CEO qui a une grande attention justement à l'économie de l'attention, qui va inciter ses collaborateurs proches, comme tous les collaborateurs de Simplon, à déconnecter, à enlever les différentes notifications. C'est des petites choses, mais ça peut quand même être assez important. Alors ça peut paraître comment dire, utopiste, mais c'est vrai que c'est une personne, par exemple, notre fondateur, et donc je pense que ça donne quand même beaucoup de valeur derrière par la suite à l'entreprise. Lui, il dit moi, j'ai 5 enfants, et j'ai promis que tous les soirs à 18h, je serai avec eux en fait. Je serai avec eux et je ne serai pas avec mon portable devant eux. Donc en fait, ce qu'il a, c'est une petite boîte. Donc lui, il le fait à titre personnel. Du coup, il nous invite évidemment à le faire. Il a une petite boîte où en fait, ses enfants déposent les portables et à partir de 18h, tout le monde déconnecte.
Évidemment, quand on a un fondateur qui le fait, et ben nous, on se permet de le faire aussi, sans avoir peur qu'on nous juge quand même, et qu'on se dise que ce n'est pas seulement du greenwashing ou je ne sais quoi. Donc voilà, pour la petite anecdote. Et du coup aussi de sacraliser des moments où on se déconnecte, où on n'est pas dérangeable sur nos, dans notre temps de travail. Ça, c'est voilà, de sacraliser des moments où on n'est plus connecté avec les autres, mais vraiment focus sur ses tâches de travail. Et sinon, sur l'impact environnemental, bon, on l'a cité, je pense, depuis ce matin plusieurs fois, que c'était le hardware, en tout cas le parc informatique qui était le plus impactant. Chez Simplon, je pense depuis le début, on est du coup avec Ecoder, sur certaines, du coup à Angers par exemple avec AFB. Et l'idée c'était d'avoir toujours du reconditionné pour tout le parc, l'ensemble du parc de Simplon. On mène aussi des plus petites actions qui sont chaque été de pouvoir vider les différents drives, vider les différents endroits ou les boîtes mail qui seraient trop remplies. Et on a aussi un attachement à tout ce qui est accessibilité. Au sein de nos formations surtout, on forme nos formateurs et nos collaborateurs aux notions d'accessibilité et on forme aussi nos futurs développeurs web, développeurs en IA à l'accessibilité. Ils ont tous un module qui est inclus dans les formations. Et il y a aussi, au niveau du code, ça, Corentin vous en parlera après dans le cadre de nos écoles IA, mais il y a aussi une idée que si le code est fait par le même type de persona, le même type de personnes socio-professionnelles ou socio-démographiques, finalement on tombe dans des biais et que justement on peut avoir une action un peu différente avec l'école IA qu'on a nous et l'action de Simplon. Oui, alors du coup, j'étais intervenu lors d'une matinale sur l'IA responsable qui était organisée par la French Tech de Rennes-Saint-Malo. Et on avait parlé des biais sociétaux. Et donc là, la phrase que j'avais récupérée du site de Data Scientist, dans la grande majorité des situations, les biais de l'intelligence artificielle sont directement hérités des data scientists qui la créent. À l'instar d'un enfant dont la vision sera inconsciemment influencée par l'éducation prodiguée par ses parents, l'IA peut reproduire les mêmes discriminations que ses créateurs. En fait, c'est très logique. C'est que, en fait, si on n'a que des hommes blancs de 30 ans, j'ai rien contre ça, c'est mon cas, mais qui font des algorithmes, et bien évidemment, on aura cette vision-là de ces personnes. Donc en fait, nous déjà, en ayant créé, donc on a créé une école IA avec Microsoft d'ailleurs, qui va former des techniciens de l'IA. Alors je vous fais court parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais du coup, grâce au fait que nous sommes sur des techniciens de l'IA, qu'on va complémenter les ingénieurs et qu'on va chercher des publics diversifiés, évidemment, ces créateurs seront aussi diversifiés et donc leur algorithme également. Je vous passe tous les détails avec les scandales sur Facebook qui ne reconnaissaient pas sur certaines images des personnes à la peau noire, etc. Parce qu'évidemment, l'IA était biaisée, ce qu'on appelle biaisée, et donc c'est très dangereux parce qu'on s'enferme dans un prisme où on écarte tout un pan de la société et ça c'est, je pense, contre-productif. Aussi, on fait travailler donc, du coup, sur ces écoles IA avec Microsoft. Notamment, c'est souvent des initiatives du coup, avec Microsoft. On essaie de travailler sur des cas d'usage pro bono. Donc en fait, nous, on est en mode pédagogie active. On travaille que sur de la montée en compétences par rapport à des use cases, des cas pratiques qui viennent d'entreprise. Et donc, on essaie de faire travailler nos apprenants sur des cas d'usage où ils peuvent aider des causes. Donc on a travaillé avec Soft Driver Foundation donc, sur l'analyse des fonds marins afin de détecter des déchets au fond de l'océan. Mais aussi on a travaillé dans le secteur médical, je dirais le dernier, je vous laisse lire le reste, mais le travail sur les mélanomes, on a travaillé avec un CHRU pour travailler sur les mélanomes. Donc en fait, grâce à l'IA, on peut reconnaître des millions d'images très rapidement. Et donc là où un dermatologue peut être très bon, mais il ne peut pas analyser des millions d'images en très peu de temps, il peut vous dire ça peut être un mélanome ou non. Donc on a travaillé là-dessus. Et ShareAI, donc ça c'est un programme du coup de Microsoft, donc un programme de mécénat de compétences afin d'aider des entrepreneurs sociaux à développer des IA, donc quand c'est des sujets à impact positif sur la planète, donc financé par Microsoft. Il nous reste 1 minute 30 et on a fini. Voilà. C'est super.